Bonjour, c'est Sophie, la créatrice d'Au revoir podcast. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Coralie, Xavier et Soline qui ont apporté leur soutien à Au revoir podcast ces derniers jours. Au revoir podcast, depuis septembre 2020, c'est du contenu gratuit et en libre accès sur le deuil périnatal à travers les épisodes du podcast. Il y en a plus d'une soixantaine, peut-être même 70, et à travers du contenu et des posts sur Instagram. Si vous aussi vous souhaitez soutenir mon travail et permettre à l'aventure d'Au revoir podcast de se poursuivre, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Tipeee, tipeee.com/Au revoir podcast. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis, pour donner au deuil périnatal plus de visibilité, vous pouvez partager les épisodes autour de vous, sur vos réseaux sociaux, ou mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre soutien, et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis arrivée à l'hôpital et là, par contre, ça a été violent, quoi. On m'a pas ménagé, on va dire. Ça a été vraiment phrase choc sur phrase choc. On m'a dit, vous allez accoucher. C'est trop tard, c'est lancé. Vous auriez accouché une semaine plus tard, on aurait pu essayer de sauver votre bébé. Là, voilà, on peut rien faire. Je pense que là, quelque chose s'est vraiment, éteint en moi, en fait. J'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Valentin est né. En fait, tout se mélangeait, entre la brutalité des mots, hein. On m'a dit, puis ce pourquoi, en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Et on m'a répondu: ça arrive une fois sur 1000 et c'est tombé sur vous. Donc j'étais, partagée entre ce choc-là et mon petit bébé que j'avais dans les bras. Donc on m'a dit, «Bah, votre bébé va vivre à peu près 15 minutes et après, voilà, de toute façon, nous, on pourra rien faire, on va pas essayer de l'accompagner, donc au bout de 15 minutes, il va mourir, quoi». Et en fait, il a vécu presque entre 1 heure et demie et 2 heures. Là, le temps a été, suspendu. C'était un peu, je sais pas comment dire, c'était à la fois long et trop court. Alors je sais pas si c'est à cause de mon âge, hein, parce que sur la suite de mon séjour, il y a clairement des choses qui étaient liées à mon âge. On a clairement voulu, cacher le plus vite possible ce qui s'était arrivé. Mais sur le moment, en fait, je comprends pas qu'on puisse, être aussi froid, enfin, et balancer des mots si forts. Moi, on m'a pas expliqué, quoi. Enfin, c'est pas parce que j'avais 16 ans que j'avais pas le droit de comprendre ce qui se passait, hein. Moi, à aucun moment, on m'a dit, «Votre col est ouvert» ou on m'a dit, voilà: «C'est trop tard, c'est fini, il va mourir», quoi. Je suis même pas sûre d'avoir entendu ce mot-là, en fait. Après, peut-être aussi que la mémoire, fait aussi son tri, hein, forcément, avec les paroles qu'on m'a dit à côté, moi, c'est ces mots-là qui me sont restés. Mais j'ai senti aucune douceur, aucune bienveillance. C'était un peu comme si ce qui m'arrivait était honteux et qu'en plus, comme j'étais jeune,
En fait, ça clôturait bien l'histoire, quoi. Et ça, je pense que ça a été le plus difficile. Quand j'écoute Claire, mon invitée de cet épisode, je me rends compte à quel point je n'ai aucune idée du choc qu'elle a subi. Dans le deuil périnatal, la violence est potentiellement partout. Il faut encaisser l'annonce, accoucher alors que ce n'est parfois pas le moment, dire au revoir à son bébé. Le deuil périnatal est par essence violent, brutal, cruel. Et quand on se retrouve en salle d'accouchement, dans un état de vulnérabilité et de sidération extrême, les soignants et les soignantes, ce sont celles et ceux qui ont le pouvoir d'injecter une petite dose de douceur dans cette épreuve. Ce sont des gestes, des mots, des attitudes, des regards qui apportent un peu d'humanité, un tout petit peu d'apaisement dans ce drame inhumain qu'est la perte d'un bébé. Mais elles sont où, la douceur et l'humanité, quand les mots sont maladroits, voire malveillants et maltraitants, quand on vous malmène, qu'on fait comme si vous n'étiez pas digne d'attention car trop jeune pour être enceinte, qu'on vous méprise, que les attitudes sont infantilisantes. Elle est où, la compassion ? Elle est où l'empathie ? Elle est où la bienveillance ? Il et elle sont où, les soignants et les soignantes qui ont réussi à se hisser à la hauteur de ce que traversait Claire, jeune fille de 16 ans qui a dû accompagner son bébé vers la mort. Ils et elles sont nulle part, apparemment. D'ailleurs, en ce jour de mai, Claire n'a même pas les mots pour identifier l'épreuve qu'elle est en train de vivre. Elle ne les a pas, car on ne lui dit pas. On ne l'informe pas vraiment. On fait comme si ce n'était pas important de la considérer comme une mère. Les mots qui informent, les mots qui mettent du baume au cœur, les mots qui prodiguent de la douceur, personne n'a pris la peine de les lui adresser. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de les prononcer, ces mots qui décrivent l'attitude de ces professionnels. Violence, gynécologie et obstétricale. Est-ce à cause d'un manque de formation pour accompagner au mieux le deuil périnatal ? Est-ce parce que Claire est une adolescente et qu'on a tôt fait de juger les jeunes filles enceintes ? Peut-être un peu des deux. Dans cet épisode, en 2 parties, Claire va revenir sur tous ces aspects, sur la manière dont elle a encaissé le choc, la manière dont elle a vécu ce drame, qu'est la perte de son petit Valentin, né à 25 semaines d'aménorrhée, sur la manière dont petit à petit, l'adolescente qu'elle était a tenté de se reconstruire et de faire son entrée dans l'âge adulte après avoir traversé cette épreuve. Mais je ferai sans doute fausse route en ne parlant que de violence, car l'histoire de Claire, elle est certes dure, mais elle ne peut pas se réduire à ça. L'histoire de Claire, c'est celle d'une maman adolescente, frappée par le deuil périnatal, oui, mais pas seulement. L'histoire de Claire, c'est aussi et surtout l'histoire de la maman de Valentin. Au revoir podcast, épisode 40, partie 1, Claire, le deuil périnatal à l'adolescence. Dans cet épisode, c'est la voix de Claire que vous allez entendre. Claire a 29 ans, elle est en couple avec Alexandre depuis 10 ans environ, et ensemble, ils ont une petite Iris, qui est âgée de 5 ans. Mais avant Iris, avant Alexandre, Claire a déjà été enceinte. Son premier enfant, on vient d'en parler, c'est Valentin, un petit garçon qui a vécu un peu plus d'1 heure en dehors du ventre de sa maman. Claire, à cette époque, avait 16 ans. 3 ans auparavant, elle avait rencontré son copain, son amoureux. J'ai toujours été, on va dire, une bonne élève, sérieuse, réservée. Et puis j'ai commencé, je pense, à avoir une sorte de mal-être à l'adolescence. Je me mettais beaucoup de pression aussi. Alors il y avait des choses qui étaient projetées sur moi, consciemment ou inconsciemment, par ma famille. Mais aussi une peur, je pense, de décevoir mes parents. C'est vrai que j'étais assez, voilà, sérieuse, je faisais pas parler de moi, on va dire. Et puis, il y a vraiment des choses qui se sont bousculées, au collège. Et puis c'est là que j'ai rencontré, mon copain de l'époque, donc à 13 ans. Et lui en avait, 15, 2 ans de plus que moi. C'était un peu ma vraie première relation finalement, hein. Donc les choses sont allées assez, vite, plus ou moins, enfin par étapes, mais j'étais jeune après, certes, mais j'étais plutôt bien renseignée, sur, tout ce qui est notamment, contraception. Très rapidement, j'ai pris les choses, en main. Enfin, j'avais lu aussi beaucoup de choses sur le sujet, je me débrouillais toute seule, clairement, je prenais les transports en commun, j'allais au planning familial et puis, j'ai pris la pilule. J'avais un suivi,
Donc je faisais pas n'importe quoi, on va dire. J'ai eu quelques frayeurs, hein, parfois, donc j'ai pris aussi la pilule du lendemain. Enfin, on va dire que je m'assumais, hein, sur ce plan-là. Et puis j'avais lu aussi des livres, hein, je me souviens, sur le sujet, sur l'avortement, et j'avais un peu cette idée que de toute façon, si ça m'arrivait, bah, j'avorterais, hein, et puis voilà, que c'est des choses qui peuvent arriver, mais que ça se gérerait, quoi. Pour faire court, je pense que mon compagnon, il avait une forte emprise sur moi, hein, et je vivais une relation, compliquée où j'étais pas, forcément heureuse. J'étais très tiraillée, par ma relation et aussi le lien avec mes parents, hein, puisque eux voyaient pas forcément d'un très bon œil, en tout cas la personnalité de mon compagnon de l'époque. Voilà, pour moi, on allait se marier, on allait enfin voilà, ça allait durer, toute ma vie. J'avais pas forcément non plus ce recul, pour, savoir qu'est-ce qu'était aussi une relation, enfin, oui solide, mais aussi, où on s'épanouit pour soi-même aussi. Alors qu'elle est lycéenne en première S, Claire se rend compte qu'elle n'a plus ses règles. En janvier, elle découvre qu'elle est enceinte. Avant cette grossesse, Claire était sûre d'elle. Comme elle vient de le dire, j'avais un peu cette idée que de toute façon, si ça m'arrivait, j'avorterais. Mais finalement, toutes les certitudes volent très rapidement en éclats. Je me souviens plus très bien en fait, du moment précis où je l'ai appris. Tout s'est un peu bousculé en fait. Je sais que j'ai fait plein de tests. Enfin, je me suis dit, «Waouh, non, c'est pas possible». Enfin, je comprenais pas au début. C'était un peu ça, et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller au planning familial où j'ai été suivie, pour savoir, bah, voilà, comment j'allais faire, quelles étaient les étapes en fait, qu'est-ce qui était en train de m'arriver. Enfin, et puis j'avais aucune idée de depuis combien de temps j'étais enceinte. Je comprenais pas ce qui avait pu se passer puisque, bah, à la base, je prenais ma pilule aussi, donc en plus, quand on a 16 ans, on nous regarde, c'est: «Ouais, elle a dû oublier sa contraception, de prendre sa pilule», donc c'est un peu ça qui m'a déstabilisée aussi au départ, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux, hein, encore plus quand on a 16 ans. On me dit: «Oui, enfin bon, vous avez dû faire, forcément quelque chose». On n'imagine pas en fait qu'une contraception puisse, échouer, hein. Enfin, on part du principe d'abord que la femme qu'on a en face de soi a une mauvaise foi, ou se souvient pas, ou a fait une bêtise, hein, et veut pas le reconnaître. Donc on m'a fait refaire un test de grossesse qui s'est bien évidemment avéré positif, et là, en fait, on m'a redirigée vers un centre IVG, hein, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, pour faire une échographie de datation. Puisque après, peu importe la décision qu'on prend, de toute façon, il faut un premier rendez-vous pour savoir, bah, depuis quand la grossesse, est implantée, et puis est-ce qu'au niveau du délai, peu importe la décision qu'on prend, de toute façon, il faut savoir où on en est. Heu, on sait qu'il y a une décision, hein, qui va devoir être prise. Donc là, je me suis retrouvée face à des personnes assez, neutres. Donc l'échographie s'est bien passée, mon compagnon était là, on s'est sentis, voilà, écoutés, accueillis, hein, dans les émotions qu'on pouvait ressentir. Mais là, c'est là que pour moi un peu tout a basculé en fait. J'ai réalisé que j'allais pas réussir à avorter en fait, c'était pas possible. Bon, lui était déjà un peu dans cette idée de, il faut le garder, c'était pas forcément son avis là qui primait, hein. Pour la première fois, moi je me suis sentie, voilà, c'est mon corps, je suis à un tournant, j'ai un choix à faire, et en fait là, c'est ça qui m'a le plus, je pense, déstabilisée, c'est que, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai ressenti en fait, quelque chose que j'avais jamais ressenti avant, c'est-à-dire que, pour la première fois, j'étais confrontée à un choix que j'allais faire, pas pour, cette personne dont j'étais amoureuse, pas pour mes parents, pour leur faire plaisir, mais bel et bien pour moi, en fait, hein, pour décider de la tournure qu'allait prendre ma vie, en fait, hein, tout simplement.
Je suis sortie de là et tout de suite, on nous parle des prochains rendez-vous, et moi j'ai dit: «Non, en fait, non. Il y aura pas de prochain rendez-vous, je peux pas. Je ne veux pas, prendre les rendez-vous pour arrêter cette grossesse». Mais comment se projette-t-on, maman, quand on est encore ado? Et puis comment l'annoncer à ses propres parents quand le futur semble tout tracé pour eux? Le lycée, le bac, les études. Comment leur parler de ce choix qui n'est sans doute pas celui qu'ils attendent? Claire m'a expliqué qu'elle a eu très peur de se confronter à la réaction de son père et de sa mère, qu'elle savait qu'on allait la traiter d'inconsciente, que ça allait briser quelque chose. Et pourtant, cette grossesse, elle ne peut envisager de l'arrêter. C'est comme ça, c'est son choix. Pas celui auquel elle avait pensé a priori d'ailleurs, mais celui qu'elle a décidé de faire. Pendant quelques semaines, Claire décide de ne rien dire, de vivre avec ce secret. Pour autant, elle n'est pas seule et se tourne vers une association de son département qui vient en aide aux femmes enceintes en difficulté. Elle y trouve du soutien auprès d'une sage-femme, d'une assistante sociale et d'une psychologue. Une équipe qui l'épaule et qui l'accompagne dans les démarches qu'elle doit entreprendre pour son suivi médical, alors qu'elle est encore mineure et que ses parents ne savent pas qu'elle est enceinte. C'est eux qui m'ont emmenée à l'hôpital, qui ont fait les démarches pour que mes parents ne soient pas au courant aussi. Heu, j'ai pas passé ma carte vitale, hein, ni payé moi-même, l'échographie. Ça peut paraître anodin, mais bah, c'est vrai que dans certaines situations, c'est incroyable de pouvoir avoir cette confidentialité-là. Et malgré tout, on avait besoin de faire les examens, bah, pour savoir, voilà, si tout allait bien, où j'en étais, et envisager la suite. Donc c'est vrai que ça a été d'une grande aide, en tout cas pour la première partie, ouais, de ma grossesse. L'assistante sociale, elle avait préparé, voilà, un courrier avec un rendez-vous le midi et je suis partie le matin, au lycée, prendre les transports en commun et avant de partir, je leur ai glissé la lettre, dans la cuisine et je suis partie. Et puis je savais qu'ils allaient comprendre que de toute façon il y avait quelque chose, de grave ou forcément je savais que si je leur disais avant, bah, toutes les questions allaient découler, «C'est quoi ce rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe?» Et j'étais pas capable d'y faire face en fait sur le moment, en fait ça peut paraître un peu, égoïste ou quoi, mais en fait, j'avais déjà trop à faire avec, mes émotions et c'était difficile pour moi de gérer celles de mes parents en plus. Et puis, bah, cette annonce, voilà, ça a été, ouais, fracassant. Heu, enfin voilà, mon papa notamment, hein, est rentré dans une colère, pas possible, À la fois j'étais soulagée, que ce soit dit, que ça soit posé et à la fois, bah, j'ai compris, hein, que quelque chose, se cassait, hein, avec mes parents. C'est quelque chose qui était incompatible avec, bah, avec le schéma qu'on peut se faire, d'une vie, normale. Puis, comme je disais, j'ai toujours été une excellente élève et cetera donc forcément, il y avait quelque chose un peu de tout tracé, hein, que ce soit inconscient ou pas. C'était, voilà, il y a des étapes, il faut finir ses études, faire de longues études même si possible et puis, là, pour eux, c'était un échec, sans nom. C'est très bizarre à dire, mais moi qui suis une grande hypersensible, je me suis un peu comme mise en sécurité, en fait. J'ai eu quelques mois, où j'étais vraiment, coupée de mes émotions. Je sais pas, c'est un mode un peu, protection, c'est pas que ça me faisait rien, mais j'étais un peu comme à côté, quoi. J'assistais à ces scènes, hein, au désarroi, à la tristesse immense de mes parents, mais en fait, rien ne pouvait, me faire changer d'avis. C'était plus fort que moi, ma décision était prise et donc le plus dur était fait de l'annoncer et après, bah, le reste, il fallait que ça passe, quoi. L'annonce de cette grossesse, c'est un moment de rupture qui inaugure une sorte de période de flottement. Claire est hébergée pendant quelques semaines en famille d'accueil, mais ses parents reviennent vers elle. Même s'ils n'approuvent pas son choix, les liens ne sont pas rompus. Pas complètement, en tout cas. La grossesse de Claire se poursuit. Claire, la lycéenne au ventre rond. Claire, l'adolescente, future maman.
le regard des autres, alors oui, hein, évidemment, on est un peu un phénomène de foire, je le ressentais bien, dans les couloirs du lycée. Bah, dans ma classe, certaines personnes étaient au courant et puis après très rapidement, mon ventre s'est vu aussi très rapidement, j'étais très fine à l'époque et je pense que après quand il y a des rumeurs et qu'après on voit le ventre, bon, forcément, quand il y a quelqu'un, une fille enceinte dans le lycée, tout le monde se retourne, bon, ça doit être elle, donc il y avait ces regards, hein, forcément, ces bruits de couloir, que je j'entendais quand je passais, mais j'étais un peu comme dans ma bulle, en fait, donc ça m'a pas tellement marquée. Je me souviens plus, de mes professeurs, par contre. Je pense que forcément, eux aussi, savaient pas trop comment gérer la situation et puis, bah, il y a ceux qui font comme si de rien n'était, il y a ceux qui rejettent la situation et puis il y a ceux qui essayent de faire un pas donc ça, c'était agréable et puis je me souviens aussi d'une professeure, avec qui j'ai gardé contact, longtemps, hein, qui restait discuter avec moi, après les cours, on échangeait énormément, elle aménageait, mes devoirs aussi pour, essayer de me garder un peu, motivée parce que c'était une année scolaire qui a été, assez compliquée pour moi. Donc il y a des belles personnes, hein, mais il n'y en a pas eu beaucoup, mais ces personnes-là m'ont marquée, oui. Les mois passent et Claire prépare tout doucement l'arrivée de ce bébé avec son compagnon. C'est un petit garçon, apprennent-ils, à la seconde échographie. Le tout jeune couple passe du temps ensemble, tente de trouver un équilibre. Mais le week-end du 1er mai, alors que Claire est enceinte de 25 semaines d'aménorrhée, soit environ 5 mois de grossesse, elle commence à ressentir un inconfort au niveau du ventre. Je faisais que de répéter que, voilà, j'avais l'impression que mon bébé s'était mal placé, qui me poussait un peu, d'un côté. Donc c'était un peu gênant, mais la nuit s'était passée et puis, le lendemain, j'avais encore cette étrange sensation. On s'est pas inquiété, particulièrement et puis nous voilà, rendus chez mes parents et là, la douleur qui augmente. Je me souviens, voilà, mes parents complètement, bah, paniqués, «Qu'est-ce qui se passe?» On a tout imaginé, et puis là, je suis allée aux toilettes et j'ai perdu du sang et là, quand on est enceinte, c'est quand même, rarement bon signe. Tout a basculé, hein, dans ma tête, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave et puis les contractions, ont vraiment, empiré, hein. Ça a enchaîné très, très rapidement. Donc je me souviens que l'ambulance est venue me chercher et dans l'ambulance, en fait, je me souviens de leur regard, ils savaient très bien, en fait, ce qui était en train de se passer et après, je me souviens pas de tout, mais je suis arrivée à l'hôpital et là, par contre, ça a été violent, quoi. On m'a pas ménagée, on va dire. Hem, Ça a été vraiment, phrase choc, sur phrase choc. On m'a dit, «Bah, vous allez accoucher, c'est trop tard, c'est lancé. Vous auriez accouché une semaine plus tard, ben, on aurait pu essayer de sauver votre bébé. Là, bah, voilà, on peut rien faire». Je pense que là, quelque chose s'est vraiment, ouais, éteint en moi, en fait. J'ai pas compris ce qui était en train de se passer parce que pour moi, enfin, voilà, avec la naïveté qu'on a peut-être aussi d'une première grossesse, hein, là, à tout âge, hein, je pense, c'est tout ne peut que bien se passer et puis bon, il y a peut-être des aléas, mais bon, on est à l'hôpital, on trouve une solution. Hem, non, on m'a pas expliqué, on m'a dit: «Vous êtes en train d'accoucher, c'est trop tard», et puis, bah, la douleur, hein, moi j'étais quand même, enfin, bébé allait sortir, hein, donc j'avais tout ressenti, tout vécu, donc il y avait cette douleur, physique et puis, bah, là, venait s'ajouter une douleur, un choc, psychologique, je me souviens juste avoir, hurlé, en fait. J'ai poussé un cri, presque, animal. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie et là j'ai hurlé. Juste, non, quoi, c'est pas possible. Je n'accoucherai pas, quoi. Donc là, tout s'est enchaîné, examen sur examen, on n'a pas le temps de faire, une péridurale, donc vite, 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 on m'a posé une rachis, anesthésie,
juste pour le passage, de bébé et puis, bah, moi je comprenais pas en fait, ce qui était en train de m'arriver quoi donc je sais qu'on a pris à part, mes parents, bah, qui étaient arrivés sur, les entrefaites, la famille de mon compagnon et puis, bah, lui aussi, on lui a fait comprendre que de toute façon, il allait falloir que j'accouche parce que, bah, voilà, clairement plus on attendait aussi, plus, voilà, c'est pas juste le bébé qui allait pas s'en sortir, mais on me mettait en danger aussi, quoi. Donc après, bah, voilà, j'ai pas eu le choix. Valentin est né. En fait, tout se mélangeait, entre la brutalité des mots, hein. On m'a dit, puis ce pourquoi en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Et on m'a répondu: «Bah, ça arrive une fois sur 1000 et c'est tombé sur vous». Donc j'étais, partagée entre ce choc-là et mon petit bébé que j'avais dans les bras donc mais on m'a dit, «Bah, votre bébé va vivre à peu près 15 minutes et après, voilà, de toute façon, nous, on pourra rien faire, on va pas essayer de l'accompagner donc au bout de 15 minutes, il va mourir, quoi». Et en fait, bah, il a vécu presque entre 1 heure et demie et 2 heures. Là, le temps a été, ouais, suspendu. C'était un peu, je sais pas comment dire, c'était à la fois long et trop court. C'était à la fois long et trop court. Et c'est le choc. En quelques heures, la vie bascule. Autour d'elle, Claire a son amoureux. La mère de ce dernier est également présente. Quelques photos sont prises. Valentin passe de bras en bras. Les parents de Claire font sa rencontre. Déjà, quand j'ai vu Valentin dans leurs bras, en fait, j'ai senti, bah, une grande émotion, hein. Ça, c'est sûr. C'était leur petit-fils, hein, donc ils étaient très, très touchés. Après, je pense que, en plus, ils essayaient de pas trop le montrer, mais cette, grande inquiétude, pour moi, en fait, comment notre fille, va se remettre de ça? Et là où même si ça a été minimisé et eux, ils avaient forcément cette question et ils étaient bien conscients qu'il y a quand même quelque chose de très grave qui venait de se jouer, quoi. Puis j'étais leur fille, hein, là où moi je découvrais, ce lien, hein, qui s'explique pas vraiment, avec un enfant, hein, la chair de sa chair, c'est quand même très 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 fort, hein, ce qui se joue. Bah, eux, j'imagine, hein, forcément quand ils me voyaient, dans cette souffrance, bah, ils étaient complètement, remués aussi. Dans ce moment du deuil périnatal, par essence violent et brutal, ce sont les soignants et les soignantes qui ont la responsabilité d'apporter un peu de douceur et d'humanité. Mais Claire est victime de leur condescendance, de leur mépris. On ne l'informe pas, on ne la ménage pas. En fait, on la maltraite. Claire vit à ce moment-là la pire épreuve de sa vie. Et elle est en plus victime de ce qu'on appelle des violences gynécologiques et obstétricales. En 2018, le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, publie un rapport sur les violences gynécologiques et obstétricales. Ce rapport souligne le lien entre sexisme et violence. Il définit alors les violences gynécologiques et obstétricales comme, je cite, les actes sexistes les plus graves qui peuvent se produire dans un cadre du suivi gynécologique et obstétrical des femmes. Ces actes sexistes sont des gestes, des propos, pratiques et comportements exercés ou omis par un, une ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical, et ce sont des violences qui s'inscrivent dans l'histoire de la médecine, traversée par la volonté de contrôler le corps des femmes, sexualité et capacité à enfanter. Ils sont le fait de soignants et soignantes de toute spécialité qui n'ont pas forcément l'intention d'être maltraitants ou maltraitantes. Et c'est bien ça qui se joue dans le drame que traverse Claire. Ne pas l'informer, c'est de la violence. Ne pas lui accorder le minimum de bienveillance qu'une telle épreuve requiert, c'est de la violence. Et ce n'est pas tout. On ne cherche même pas à obtenir son consentement lorsqu'on lui pose de force un implant après son accouchement. Claire, en fait, pour les médecins, elle est considérée comme irresponsable. On décide pour elle alors qu'elle est en situation de vulnérabilité extrême et qu'elle multiplie d'ailleurs les facteurs de vulnérabilité. Parce que femme,
Parce qu'elle vient de perdre son bébé? Parce qu'elle est mineure? Moi, on m'a aussi dit, c'était un 1er mai, c'était peut-être, aussi le hasard des équipes, des moins d'effectifs, une de mes meilleures amies après qui m'a dit: «Mais j'ai ma maman qui travaille dans cet hôpital et elle en revient pas de la façon dont tu as été traitée». Et en fait, moi, j'étais déjà tellement dévastée, je comprenais déjà pas ce qui m'arrivait, que comment j'aurais pu avoir le courage de dire: «Non mais attendez». Enfin, et puis je suis là, en fait, hein, parce qu'après on s'adressait à mes parents mais je comprends pas, en fait, qu'on puisse, alors je sais pas si c'est à cause de mon âge, hein, parce que sur la suite de mon séjour, il y a clairement des choses qui étaient liées à mon âge. On a clairement voulu, cacher le plus vite possible ce qui s'était arrivé. Mais sur le moment, en fait, je comprends pas qu'on puisse, être aussi froid, enfin, et balancer des mots si forts, moi, on m'a pas expliqué, quoi. Enfin, c'est pas parce que j'avais 16 ans que j'avais pas le droit de comprendre ce qui se passait, hein. Moi, à aucun moment on m'a dit, «Votre col est ouvert» ou, on m'a dit, voilà: «C'est trop tard, c'est fini, il va mourir», quoi. Bah, je suis même pas sûre d'avoir entendu ce mot-là, en fait, c'est après peut-être aussi que la mémoire, fait aussi son tri, hein, forcément, avec les paroles qu'on m'a dit à côté, moi, c'est ces mots-là qui me sont restés. Mais j'ai senti aucune douceur, aucune, aucune bienveillance. C'était un peu comme si ce qui m'arrivait était honteux et qu'en plus, comme j'étais jeune, bon, bah, en fait, ça clôturait bien l'histoire, quoi, hein. C'est et ça, je pense que ça a été le plus difficile. Parce que déjà le deuil périnatal, bah, c'est quand même pas simple, hein. On a affaire avec beaucoup de, bah, de culpabilité, d'interrogation, hein, et ça n'a déjà pas beaucoup de sens. Mais alors en plus quand on a l'impression que ça arrange bien, les gens autour de nous et surtout l'équipe soignante, bah, c'est quand même un petit peu délicat, quoi. Moi, en fait, c'est en faisant des recherches après que je me suis rendu compte que ce qui m'était arrivé, ça avait un nom, c'était un accouchement prématuré et qu'il y a même des pays ou d'autres situations, d'autres hôpitaux où il y a des enfants à 25 semaines qu'on tentait de sauver et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après. Je me suis dit: «Mais pourquoi moi?» Bon, bah, après, avec les recherches et cetera, je me suis rendu compte que à cette époque-là, dans cet hôpital en tout cas, le seuil effectivement, pour tenter de soigner et de réanimer les bébés, c'était 26 semaines. Mais mais moi, on m'a dit, «C'est une semaine trop tôt». Enfin, pas de chance, voilà, une semaine avant, on fait rien, une semaine après, on le sauve, quoi. C'était c'était assez, catégorique, quoi. Donc, il y avait aucune nuance, en fait, dans les mots on me les a jetés, hein, littéralement ces mots-là et puis après, on a pris Valentin et on m'a dit: «De toute façon, il y aura pas d'autopsie, ça sert à rien. Ce qui vous est arrivé, ça on peut pas l'expliquer». Bah, on m'a donné, une brochure avec, les différentes façons, de régler, hein, le problème des obsèques, puis voilà, quoi. On a eu quand même la décence de de me mettre dans une chambre, dans un autre service et quand j'étais dans ma chambre, j'ai vu personne. Enfin, on m'a envoyé une psychologue, qui est restée une demi heure, qui m'a donné sa carte. On m'a donné un somnifère le soir, on m'a donné des comprimés, on a dit: «Avec ça, vous aurez pas de montée de lait» et puis, après, la gynéco est venue. Elle a dit à mes parents: «On lui pose un implant» et on m'a posé un implant contraceptif sans me demander mon avis et mes parents n'ont pas eu leur mot à dire non plus. Là, c'était mon âge effectivement. Donc, c là, j'ai vraiment eu la sensation que ma cette grossesse, était, vraiment quelque chose de dérangeant et que du coup, bah, il fallait, cacher au plus vite, cette histoire, voilà. Avec ça, on est sûr qu'elle oublie pas sa pilule et puis voilà, au revoir. Ça a aussi été assez choquant. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard, mais mon implant, s'est promené dans mon bras, et j'ai été obligée de le retirer, quelques mois plus tard. Mais là, du coup, j'ai fait les démarches pour, bah, pour trouver une autre gynécologue et quelqu'un
qui comprennent et enfin, les autres gynécologues que j'ai pu rencontrer depuis ont tous été effarés par la façon dont on avait géré cette histoire, hein. Et puis, enfin, on m'a rien expliqué, hein. Moi, j'ai été réhospitalisée, quelques jours après, enfin 1 semaine après, parce que j'avais des douleurs, atroces, j'avais l'impression de réaccoucher et en fait, bah, j'avais ce qu'ils appellent des tranchées. Personne c'est pareil, hein, personne, m'a expliqué, En plus, quand on appuie son bébé dans les bras, forcément, c'est pas parce que je suis jeune et que j'ai accouché d'un bébé prématuré que mon corps ne manifeste pas, tout un tas de symptômes qui sont normaux. Mais quand on est seul avec ça, bah, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que je dois faire? Ça va partir, tout seul ou pas? Enfin, toutes ces questions-là, en fait, viennent rajouter, oui, de l'inquiétude, du c'est des désagréments, qui sont déjà, pas très agréables quand on a son bébé avec soi, mais alors en plus quand on vit un deuil périnatal, c'est vrai que c'est dommage en fait, de pas s'occuper de ça tout simplement pour, enlever un petit peu au moins d'inquiétude, à cette situation qui est déjà, bien compliquée à vivre. Mon âge aussi, enfin, fait quand même que c'était mon premier contact, hein, moi, avec la mort. Heu, Ça peut paraître, anodin, mais ma première expérience de la mort, bah, c'était mon bébé, quoi. C'est quelque chose, bah, forcément qui est plus lié à mon âge, là, peut-être, mais c'est un traumatisme. Déjà, de base, on n'imagine pas que qu'on puisse avoir son bébé décédé. Mais alors en plus, quand on n'a jamais, eu d'expérience, hein, de la mort, on n'a jamais assisté même à un enterrement ou vu un corps, froid, bah ça c'est très compliqué à gérer et forcément moi ça m'a hantée tout ça, ça m'a vraiment traumatisée. À sa sortie de l'hôpital, la vie de Claire ne sera plus jamais la même. Petit à petit, l'adolescente sent qu'elle plonge, que la douleur est trop intense. Quelques semaines après le décès de Valentin, elle est admise dans un hôpital psychiatrique dans lequel elle restera environ 2 mois. Même si j'étais un petit peu accompagnée, en fait je pense que personne se rendait compte, à quel point j'étais j'étais traumatisée, hein, donc j'étais en dépression, tout simplement. Ce qui a été très intelligent, avec le recul, de la part de l'hôpital, où j'ai été prise en charge, c'est que j'ai été hospitalisée dans une unité, d'adultes. Voilà, hein, l'hôpital psychiatrique, c'est pas forcément ce qu'on imagine, hein, juste un asile de fous. Là aussi, hein, c'est un sujet un peu tabou, mais moi j'ai aucun problème à le dire. Si j'avais pas passé 2 mois en hôpital psychiatrique, j'aurais pas pu la remonter cette pente. J'étais avec des personnes, voilà, de tous horizons, toutes sortes de problématiques, mais c'était des gens, qui étaient, cabossés par la vie, en fait. Ça a été une période difficile, hein, clairement, j'étais un zombie, hein. J'étais sous médicaments, j'étais l'ombre de moi-même et ça, je pense que pour mes parents, ça a été une période très, très difficile parce que voir sa fille comme ça, j'étais un peu un légume, hein, clairement, mais moi, j'en avais besoin, en fait. Parce qu'à un moment, la douleur, elle était tellement importante que, bah, je savais plus quoi en faire, quoi. J'arrivais pas à la gérer donc il fallait juste, la couper un peu, que ça se calme et puis là, bah, j'ai été prise en charge, alors oui, certes, j'avais beaucoup de médicaments, mais j'avais aussi, un suivi avec un psychiatre, un psychologue que je voyais plusieurs fois par semaine et là, en fait, tout ce réseau s'est organisé autour de moi et ça m'a aidée. Étape par étape, j'étais coupée du monde, hein, parce qu'au début, j'avais très peu de visites, on est un peu enfermés, mais moi, j'avais besoin de ça, en fait, de me protéger aussi du reste et puis j'ai vite compris aussi que moi, ma guérison, bah, elle passerait pas, entre guillemets, «par une seconde grossesse», pour le moment, forcément donc même si on n'est pas dans l'idée des bébés de remplacement, on sait très bien que, voilà, cet, appel de la vie, hein, de remettre une grossesse en route, ça peut aussi être quelque chose d'aidant.
Bah, ça déjà pour moi, non, c'était clairement pas une option. Hem, c'était aussi, enfin, tous ces propos qui ont été tenus, effectivement, ça a rajouté un traumatisme qu'il faut, bah, prendre du temps pour réussir à guérir, à apaiser. Et puis, bah, moi, les médicaments, c'est sûr, ça a été une béquille, hein. Après cette hospitalisation qui a duré le temps d'un été, Claire remonte petit à petit la pente. Elle change de voie, reprend le lycée et troque la filière scientifique pour une filière professionnelle. Son compagnon et elle se séparent, c'est mieux ainsi, et les mois passent. Elle remonte petit à petit la pente, mais elle la redescend aussi, parfois, notamment au moment du premier anniversaire de la naissance et de la mort de Valentin, alors qu'elle termine son année de première. Claire anticipe ce moment et fait le choix d'être de nouveau hospitalisée pour éviter la dégringolade, pour se protéger. Car ce n'est jamais simple d'être à la fois adolescente et maman endeuillée. C'était mon fils, c'était tout pour moi, mais là où déjà quand on vit un deuil périnatal, déjà c'est pas forcément évident à assumer. Forcément, moi à 17 ans, devant des personnes que je connais pas, c'est un peu compliqué de dire, «Bah oui, moi j'ai un enfant, il est décédé». Enfin, bien sûr, je le disais parfois, mais je me sentais tellement en décalage en fait, je me suis toujours, hein, plus ou moins sentie un peu en décalage, pas forcément préoccupée par des choses, de mon âge, hein. J'étais pas en phase en fait avec ce qu'on imaginait d'une adolescente de 16 ou 17 ans. Donc même dans les relations aux autres, c'était pas évident. Je me reniais en fait un petit peu, mais j'avais pas le choix pour m'intégrer un minimum et à la fois, quand je sentais qu'il y avait la place, pour le dire, je le disais parce qu'en fait ça faisait partie de moi et de mon histoire. J'avais malgré tout, quelques amis très proches, pas beaucoup, mais 1 ou 2 qui m'ont suivie toutes ces années. Donc forcément ça c'est des liens, voilà, très forts. Elles étaient pas par contre avec moi effectivement en cours, j'ai repris mes études après, dans un autre établissement. En fait, je me suis découvert un peu une capacité à faire semblant. C'était un peu, comme un jeu de rôle, et à la fois, bah, des fois, ça me demandait des efforts, hein, parce qu'il y a des choses, c'était à 1000 lieues, en fait, de mes préoccupations. Enfin, il y a tellement de choses qui me paraissaient, futiles ou complètement, immatures, en fait, par rapport à ce que j'avais pu vivre. Enfin, il y a un moment, les enfantillages, ça va 2 minutes. Et puis il y a des fois, bah, on se force et puis, où on se concentre sur, voilà, les côtés, plaisants, les moments partagés, entre amis. On fait un peu semblant. Forcément, je me suis un peu replongée, voilà, dans les soirées, voilà, un peu cette jeunesse peut-être que je n'avais pas eue, mais qui ne m'avait pas manqué, en fait. Donc En début d'épisode, je vous ai dit que Claire vivait avec Alexandre depuis une dizaine d'années. Eh bien, c'est lorsqu'elle est en terminale, l'année de son bac, qu'elle fait sa rencontre. ça a amené de bonnes choses puisque j'ai rencontré, mon conjoint actuel, donc ma dernière année de bac et on en a parlé plusieurs fois, mais je sais que c'est quelque chose qui l'a interloqué, un peu ce côté, pas mystérieux, mais on voit bien que je cachais en fait, un vécu, un peu compliqué. Il va rigoler quand s'il entend ça, mais il m'a un peu couru après pendant, plusieurs mois et donc on a passé beaucoup de temps à discuter avant. Voilà, on prenait des verres en terrasse, on se promenait et on a beaucoup, beaucoup discuté et en fait, moi, je lui ai tout dit. Je me suis livrée déjà dès le début, déjà parce qu'il se doutait bien qu'il y avait quelque chose et puis parce que j'ai senti, cet espace qui me laissait cette possibilité de m'exprimer et qu'en face, il y avait pas, de jugement, de critique ou voilà, il était pas choqué, il était pas et en fait, je me suis dit: «Bah, faut que je dise tout» puisqu'en fait, moi aujourd'hui, c'est un peu tout le package, c'est on me prend avec ça ou on me prend pas quoi donc je me suis complètement livrée et je lui ai tout raconté,
du début, à la fin. Et en fait, bah, ça l'a pas fait fuir. Donc il a accueilli tout ça et je pense qu'il était peut-être même un peu, impressionné en fait de se rendre compte de tout ce qui pouvait bien se cacher, derrière, ce que je laissais apparaître en fait, au quotidien. Et il faut pas imaginer tout ce qui s'était passé dans ma vie et en fait, c'est ça, on a construit une base, saine, sans filtre, sans tabou et ça, c'était vraiment important pour moi et et en fait, il a tout de suite compris que s'il se passait quelque chose entre nous et ben, il fallait qu'il y ait cette place pour Valentin et ça, moi, je lui l'ai jamais demandé, en fait. J'étais toujours assez gênée, j'avais cette peur, d'en faire trop, peut-être de faire peur, hein, à un moment, on se dit: «Faut pas que j'en parle trop, faut pas que j'insiste», que je ramène toujours tout à mon histoire d'avant aussi, hein, parce que concrètement, c'était aussi avec quelqu'un d'autre et en fait, non, j'avais pas à me forcer et même lui, des fois, me questionnait ou me faisait des propositions. Je sais que quand je suis allée au cimetière par la suite, il m'a toujours demandé, «Est-ce que je peux t'accompagner? Est-ce que tu as besoin d'aide, pour, voilà, faire du nettoyage, apporter des fleurs?» Et ça, bah, ça c'était vraiment une des plus belles choses qu'il pouvait faire. Je pense que je me suis rarement sentie aussi bien, voilà, déjà, plus apaisée dans cette période-là et puis, voilà, on était vraiment sur un élan, positif. On était vraiment, en fait, sur ouais, une pente, là, ascendante, si je puis dire. Et c'est sur les débuts de cette histoire d'amour entre Claire et Alexandre que se clôt la première partie de son épisode. Un grand merci à toi, Claire, pour ta confiance et un grand merci à vous pour votre écoute. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire et réaliser cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la suite du parcours de Claire. Claire, la maman adolescente, Claire, la maman de Valentin. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au revoir podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.